Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox-Soir. Je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Les députés se joignent à vous, ministre des Relations extérieures, pour dire aux partenaires bilatéraux et multilatéraux du Cameroun, accompagnement oui, ingérence non. Cavaillé Yéga Djibril, président de la Chambre basse, hier à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année législative 2019. Le président de l'Assemblée nationale est même allé jusqu'à qualifier ses partenaires du Cameroun de conspirateurs qui, prétendant dénoncer le système politique au Camerounais, manœuvreraient pour sa déstabilisation. Pour Cavaillé Yéga Djibril, tout ce que ses partenaires disent du Cameroun n'est que allégation sans fondement et incongruité. Un discours belliqueux qui n'engage que sa personnalité, réplique Soblazar, député MRC, Wouri Centre. Session parlementaire de juin, faut-il ingérence étrangère plutôt que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Ouverture session parlementaire de juin, ingérence étrangère plutôt que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Thomas Tanque. Bonsoir Thomas. Bonsoir Serge Alain. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Vous êtes de la société civile, mais observateur averti de la scène politique camerounaise. Oui, on peut dire ça ici. Voilà, bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup. En face de vous, Eric Pépin Bikaï. Bonsoir Eric. Bonsoir Serge, bonsoir à M. Thomas Tanque. Voilà. Et je voulais également passer le bonsoir à l'ensemble des militants du PCRN du côté de Matombe, qui se désolent du fait que le programme prévu avec leur président Cabral Bi ne soit pas respecté pour ce week-end-ci. Il y a donc un léger décalage pour le week-end prochain. Parce qu'il devait tenir une réunion. Du fait de qui? Non, pour son séjour qui s'est prolongé du côté de l'Hexagone. Vous savez qu'il séjourne depuis le 3 juin de ce côté-là pour une série d'événements qui ont commencé par sa participation à un forum économique international. Et puis, il y a l'association, le GIFA, qui lui a décerné un prix, celui de l'homme politique africain de l'année. Et en troisième lieu, sa visite a été ponctuée par un hommage aux tirailleurs africains sur les arcs de triomphe en France. C'est également une cérémonie qui a été organisée par cette association de GIFA qui lui a décerné le titre de homme politique d'exception en Afrique pour l'année 2018 en association avec une association parisienne qu'on appelle Eben et Baoba. Okay. Ils ont organisé une cérémonie de pose d'une gemme de fleurs sur la tombe du soldat inconnu sur les arcs de triomphe. Sur ce plateau avec nous, Maître Achille Ledio. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-panélistes. Voilà, bonsoir à vos inconditionnels. Et comme j'ai l'habitude de le dire, salutations militantes toujours et toujours à tous les combattants de Douala 2e. Voilà. Très vous important. Êtes, du SDF et surtout conseil juridique du SDF pour le littoral. Exactement, monsieur Serge. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Le NEC s'est tenu ce week-end. Effectivement. Pourquoi cette délocalisation depuis un certain temps? Il ne se tient plus à Bamenda, pourquoi? Ben là-dessus, je pense tout simplement que vous êtes sans ignorer que la situation elle est très tendue de ce côté-là. Mais il faut aussi le dire que ce n'est pas exclusivement lié à la situation puisque le SDF a l'habitude de délocaliser ses réunions du NEC. Ce n'est pas exclusivement à Bamenda. Il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, l'on délocalise et puis vous comprenez. Ok. Bon, Eric Pépin Bikaï, le 29 mai dernier, devant le corps diplomatique et les organismes, les représentants des organisations internationales accréditées à Yaoundé, le ministre des Relations extérieures disait comme ça, et s'adressant à eux,
parlait de ce non à l'ingérence et oui à l'accompagnement. Les termes qui ont été repris hier à la Chambre basse, à l'ouverture de la session de juin par le président Cavaillé Yegedibril. Pour vous, est-ce que il était dans son rôle de renouveler cette manière de tenser un peu la classe, la communauté internationale qui est représentée à Yaoundé? Non, il faut dire que nos partenaires au développement, c'est-à-dire l'ensemble des pays de la communauté internationale, ont, comme tout bon ami, essayé d'apporter leur pierre à l'édifice par rapport à la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est à ce titre que plus d'un d'entre eux, on peut citer les pays comme les États-Unis, se sont investis pour essayer un peu d'apporter leur aide par rapport à la résolution de ces crises. Maintenant, nous avions salué la descente du Premier ministre dans le nord-ouest et le sud-ouest avant la célébration de la 47e fête nationale de l'unité, où il a tenu un discours rassembleur. Il a utilisé un langage populaire, un langage commun à l'ensemble des concitoyens de cette région-là. Et cela a semblé à renvoyer un certain écho par rapport au dénouement prochain de cette crise-là. Mal était notre surprise que le 18 mai, le ministre de l'administration territoriale tenait plutôt un autre langage. En tant que en tant que chef de gouvernement, c'est-à-dire substituant le pouvoir exécutif, nous, on avait cru que si le Premier ministre prenait des engagements au sein de la population, cela devait être comme une lettre à la poste pour la suite des événements. Malheureusement, même la reprise du ministre de l'administration des relations extérieures le 28 mai, devant le parterre du corps diplomatique, venait confirmer le fait que le discours tenu par le Premier ministre était juste peut-être un discours de circonstance. Oui. Et c'est l'occasion également de le regretter, parce que ce discours, alors cette visite du Premier ministre a suscité un élan d'espoir dans la classe politique camerounaise et même au-delà. Donc, si le président de l'Assemblée nationale reprend toujours le discours tenu par le ministre des Relations extérieures le 29 mai, à l'ouverture de la session ordinaire de juin, c'est l'occasion également de le regretter, parce qu'il faut le dire, cette crise a un seul dénouement, c'est qu'on s'inscrive sur une piste de dialogue inclusif, comme la plupart des Camerounais l'exigent et comme la plupart de nos partenaires internationaux le souhaitent également. Là, vous parlez de dialogue, on accueille sur ce plateau André Luther Meka. André Luther, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, aussi nombreux sont-ils et qui regardent cette émission chaque jour. Voilà, André Luther Meka qui va porter le maillot, une fois de plus, du RDPC. Eh bien, il faut dire que nous sommes des militants convaincus. Convaincus d'abord par le fait que le président Paul Biya est celui-là qui peut amener le Cameroun à l'émergence, et c'est celui-là encore qui fédère. Convaincus du fait que le RDPC est resté un noyau dur, malgré l'érosion du temps. Le RDPC est resté fidèle. Vous ne comprendrez jamais pourquoi aucun cacique du RDPC n'a démissionné, alors que vous voyez les démissions partout ailleurs. Et pour nous, les jeunes, ça nous donne un exemple de persévérance, un exemple de gestion des intérêts contradictoires, un exemple, n'est-ce pas, de fédération. Et c'est pour ça que nous sommes dans le RDPC, parce que ce RDPC-là nous montre la voie de la solidarité dans un groupe et dans une organisation. Ok, André Luther, je reste avec vous. Éric Pépin a parlé de cette sortie, la suite de ma question. Le ministre des Relations extérieures, toujours le 29 mai, disait que le dialogue, c'est un processus et non un événement. Comment comprendre ça? Oui, je crois que... Tout le monde attend, c'est-à-dire l'événement, l'organisation de... Et là, le président de l'Assemblée nationale s'inscrit. Quand on suit son discours, à la logique du ministre des Relations extérieures. Oui, Qu'est-ce qu'on fait de ce que le Premier ministre a annoncé? Non, je suis d'abord très fier de cette phrase. C'est-à-dire que c'est un processus. Quand on parle de processus, c'est-à-dire la mise sur pied du dialogue doit d'abord concerner le contenu, doit concerner les acteurs et doit concerner le cadre sur lequel ce dialogue doit se faire. C'est pour ça qu'on parle de processus.
Parce qu'il faudrait qu'on s'entende sur les acteurs et même les actants. Quand je dis les actants, c'est ceux qui peuvent aider au dialogue. Et ça, c'est un processus. Et s'entendre sur les thématiques qui seront discutées par rapport. Mais en faisant de ça un événement, cela peut être à la fois nuisible. Nuisible dans la mesure où on peut s'accrocher aux annonces, au tapage, alors qu'il y a un travail de fond qu'il faille mettre sur pied. Parce que quand on parle de dialogue inclusif, est-ce que c'est un dialogue circonscrit sur la crise anglophone ou un dialogue politique de toutes les revendications politiques au Cameroun? Okay. Et à ce niveau-là, bien évidemment, il s'agit d'un processus. Et je pense que l'allure que le Premier ministre a donnée, c'est cette allure qui est en train de se suivre. Parce que, contrairement à ce que disait M. Bikaï, je pense que le dialogue est en train de se faire. Le dialogue est en train de se faire parce que j'ai vu le signe de M. Ayoub Tabé, qui a dit qu'il est prêt au dialogue et qui a donné, je pense, il a décliné un certain nombre de conditions, parmi lesquelles le retrait des troupes armées, une tierce personne doit se faire dans un terrain neutre. C'est déjà un processus. Mais moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que lui donne en échange de tout cela? Parce qu'à la vérité, il faut le dire, il s'agit d'un échange où il doit y avoir des compromissions, où chacun, n'est-ce pas, doit avaler des couleurs. Lâcher un peu. Oui, pour lâcher du lest et pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une solution. Alors, qu'est-ce que lui, il donne en échange? Est-ce qu'il peut nous garantir que si cela est fait, la crise va s'arrêter? Est-ce qu'il peut nous garantir que s'ils sont libérés, le Cameroun sera libéré? Quand je dis le Cameroun, parce que sur la crise anglophone, vous allez constater que je suis très intéressé, parce que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, veulent la paix, veulent le dialogue. Et contrairement à ce qu'on pense, que c'est le... Mais il dit justement que vous êtes resté sourd pendant 3 ans, à leurs appels. Non, on n'est pas resté sourd. C'est malséant de le dire. Comment ça? C'est malséant de le dire parce que vous allez encore me faire revenir à la genèse. Non. De tous ces ministres qui dormaient à Bamenda. Hein, oui. De toutes ces réunions qui se faisaient. Et vous avez vu la sortie du Premier ministre, pourquoi il y a eu cet engouement autour? Parce que c'était la première fois que le gouvernement disait un certain nombre de choses sur cette crise. Vous avez vu la réaction des populations? Oui. Mais honnêtement aussi, je vais vous faire une confidence. Oui, rapidement. Le Premier ministre est aimé. Oui. Et je crois que... Donc c'est l'homme. Je crois que le nord-ouest et le sud-est a choisi son homme. Okay. Mais ce que je voulais dire, je vais chuter là-dessus. Tous les Camerounais attendent le dialogue. Et le processus du dialogue est en train de se faire parce que la sortie, n'est-ce pas, de M. Ayoub Tabé, d'abord qui a dissous son gouvernement et qui a donné les désidérata par rapport au gouvernement, démontre déjà qu'il y a les prémices de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et le président Paul Biya est le dialogueur en chef parce que c'est lui qui a invité Mme Michelet. Madame Bachelet, je crois, secrétaire des droits de l'homme. Et il y a eu un travail avec tous les leaders politiques qui étaient impliqués. Il n'y a pas meilleur dialogue que ces prémices que le gouvernement a démontrées avec la commission de démobilisation, de réinsertion. Okay. Merci André Luther. Voilà, Maître Achille Diop, le NEC le week-end dernier, le SDF s'est ouvertement prononcé pour une ingérence extérieure, étrangère. Justement, Serge Alain, quand vous lisez les résolutions du NEC, il est clairement précisé que le... Ce qu'a condamné le cavalier Yega Djibril hier. Hein? En fait, Serge, si vous me permettez, le SDF a été clair dans sa position de toujours. Cette interpellation, cet examen de la situation, de la crise anglophone par le Parlement européen a été quelque chose, a été un déclic même, a été quelque chose de très fort pour mettre la pression sur le gouvernement de pouvoir réellement entreprendre ce que l'on voudrait pour que cette crise puisse trouver une solution. Alors Serge, il faut, si vous me permettez, je vais revenir à autre chose pour dire que, en réalité, le gouvernement de la République du Cameroun est toujours dans cette logique de déni. Ils sont toujours, je veux dire, nos gouvernants sont toujours en train de vouloir démontrer qu'en réalité, il n'y a pas grand chose là-bas. Alors que ce qui se passe là-bas est d'un intérêt national majeur. Nous avons pensé
que l'ouverture ou alors lors de cette session de juin, ça devrait être l'occasion pour le Parlement camerounais dans ces deux chambres de pouvoir examiner une fois pour toutes cette question de la crise anglophone. Mais mal nous en a pris parce que lors de son discours d'ouverture, nous avons plutôt vu un président de l'Assemblée nationale prendre des boucliers avec un ton de guerrier pour défendre le régime du RDPC. Nous pensons que depuis 3 ans déjà, que le SDF ne fait que marteler cette volonté de pouvoir mettre sur la table la question anglophone. Nous l'avons toujours dit, nous avons lancé des initiatives qui malheureusement n'ont pas eu des soutiens parce que rassurez-vous, ou alors rappelez-vous, en novembre 2017, le SDF était parti jusqu'à lancer l'opération de blocus de la session ordinaire. Cela n'a pas permis, n'est-ce pas, je veux dire, le SDF malheureusement dans cette lancée n'a pas eu le soutien des autres partis politiques. Car quand vous regardez la configuration de l'Assemblée nationale, le SDF, 18 députés, avait en face, je crois, 148 députés du L. C'est une majorité écrasante. Nous vivions à l'époque ce que je vais appeler la dictature du nombre du RDPC. Alors, le RDPC était conforté en cela par ses alliés, l'UPC, qui avait, je crois, 3 députés, l'UNDP qui a 5 et le MDR qui a 1 député. Quant aux députés de l'UDC, qui sont au nombre de 3, et l'unique député du MRC, ils ont pris les lâches, ils ont pris leur distance en disant que le SDF aurait engagé cette action de façon unilatérale. Or, aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Voilà, monsieur le président de l'Assemblée nationale, qui faisait front pour que ce débat ne soit pas ouvert à l'Assemblée nationale. Et vous avez suivi son discours hier quand il félicitait le chef du gouvernement, monsieur John Goutté, pour cette mission de bons offices qu'il a eu à mener dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Non, soyons sérieux, il ne faut pas que l'on essaie de jouer avec l'intelligence des Camerounais. Le Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais mineurs. Nous pensons que la solution serait, comme l'a dit l'ONEC, nous l'avons encore martelé dans nos résolutions, c'est l'ouverture sans délai et sans condition d'un dialogue inclusif. Il faut que cela se comprenne. La forme de l'État devrait y être inclus parmi les points de discussion. Et je vais chuter sur rapidement. Je l'ai dit sur ce même plateau il y a de cela quelques jours que la mission du Premier ministre pour certains avait suscité beaucoup d'engouement. Mais tel que ça se passe, nous avons l'impression que le Premier ministre est descendu sur le terrain relativement à ce cas qui devrait être examiné à l'ONU. Il fallait pour le gouvernement de la République montrer à ses partenaires internationaux, à ces grandes puissances, que effectivement le Cameroun, le gouvernement est en train de travailler pour un retour définitif à une situation normale, alors que loin s'en faut. Quand vous regardez les faits, de l'autre côté, on vous fait comprendre qu'il n'y aura pas de discussion. Merci, Achille Ledjo. Et au Parlement, nous attendons que le débat soit ouvert. Tel n'est pas le cas. Voilà, merci. Je vais donc revenir au président de l'Assemblée nationale qui disait exactement ceci hier. Le Cameroun est l'objet d'une conspiration à l'effet de déstabiliser le pays. Il dit, le fait désormais avéré. Le Cameroun est l'objet d'une conspiration à l'effet de déstabiliser le pays. Pour justifier leur ingérence, les conspirateurs prétendent dénoncer le système politique camerounais qui serait, d'après eux, réfractaire à tout dialogue, un système qui aurait consacré l'impunité et la violation des droits de l'homme. Et le député Soblaza, je vous l'ai dit à mon introduction, pense que c'est un discours belliqueux qui n'engage que
la personnalité du président de l'Assemblée nationale. Oui, ça a tout l'air d'un discours belliqueux. Un discours belliqueux, pourquoi? Parce que rendu à ce stade de l'équescence de notre pays, nous devions de tous bords éviter de tenir certains discours va-t-en-guerre. Un discours qui est presque aux antipodes de celui prononcé par le premier ministre, le même jour du Sénat, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une cacophonie au niveau de... Même là-bas aussi, il y a la cacophonie au Parlement. Oui, forcément. Parce que je voudrais revenir sur une chose là. Il n'y a pas longtemps, lors d'une session de l'Assemblée nationale, ce même président de l'Assemblée nationale avait dit Boko Haram était au milieu de nous. Parmi nous. Et était parmi nous, mais... Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il n'est jamais allé au fond de sa pensée. Dès qu'il avait dit cela, il s'était tué. Et on a laissé libre cours à tout ce qui pouvait être comme commentaires, analyses et autres. Moi, je souhaite que lorsqu'il parle, n'est-ce pas, d'ingérence, qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée. Et puis, comme on le disait tantôt, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cacophonie. Et... mon compagnoniste l'a relevé tout à l'heure, lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, du discours tenu par le Premier ministre et le contre-discours tenu par le ministre de l'administration territoriale. Et jusqu'aujourd'hui, aucun autre discours contraire n'est venu remettre les pendules à l'heure. Pas de recadrage. Ou de recadrage. Aucun discours. Alors maintenant, le Camerounais lambda, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Au niveau du gouvernement, quelle est la préséance? Est-ce que le discours du président de la République est au-dessus du discours du Premier ministre? Est-ce que celui du Premier ministre est au-dessus du ministre de l'administration territoriale? On peut faire les exemples de manière graduée jusqu'au bas de l'échelle. J'ai l'impression que chacun attrape sa corde sur la guitare, la joue à haute voix et se fait entendre par qui il veut. Mais j'ai l'impression que vraiment, rien ne va plus. Nous sommes dans l'impasse au Cameroun. Ok. Éric Pépin-Bikaï sur cette cacophonie, hein, parce que hier, quand même, on a suivi le président de l'Assemblée nationale qui avait un discours un peu plus apaisant vis-à-vis de la communauté internationale. Il insistait sur l'accompagnement. Non, parce que du Cameroun. Faisant référence à ces pays-là qui sont victimes d'actes terroristes, qui vivent à peu près la même situation que nous. Pour le terme accompagnement, ça c'est avec le discours du président de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun est un fruit de la communauté internationale. Depuis la SDN, en 1919 pratiquement, oui, et jusqu'à la création de l'ONU en 1945, le Cameroun est un fruit de la communauté internationale. Nous sommes un trophée de guerre entre les grandes puissances. Là, c'est indéniable. Bon, maintenant, monsieur Tanque disait tout à l'heure qu'on ne sait pas à quel discours s'en tenir dans le cas de la pluralité des discours qui existent dans l'espace politique camerounais. Moi, en tant que soutien lambda ou en tant que politique, je préfère m'en tenir au discours du Premier ministre John Gouté, qu'il a tenu à Bamenda et à Boya avant la tenue de la... Non, je vous en prie, ce n'est pas le débat aujourd'hui. C'est pas le débat. Je vous ai demandé le discours tenu par le président de l'Assemblée nationale et le discours tenu par le président du Sénat. Je vous rappelle, en quelques termes, hein, le président Niad dit ceci. Les amis partenaires qui, comme ont toujours été ou sont confrontés à la menace séparatiste ou aux violences terroristes, qu'ils nous apportent leur soutien et accompagnent dans la voie de l'apaisement, de la préservation de l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays, notamment en asséchant les financements des activités terroristes sur notre territoire. J'ai répondu à cette question en disant que le terme accompagnement tenu par le président de l'Assemblée nationale, c'est avec son contexte. Parce que nous sommes un excellent fruit de la communauté internationale. Et on entretient de très bonnes relations avec l'ensemble de ces pays-là. Là, c'est indéniable. Et ils ont été à nos côtés à un moment de crise. Vous souvenez-vous l'envoi de 300 Marines du côté du nord-ouest, de l'extrême nord, pour nous aider à juguler ce problème de Boko Haram au plus pic des attaques. Mais souvenez également des multiples manœuvres militaires, notamment la base de l'Union africaine qui est installée sur la côte camerounaise. Donc là, nous sommes d'accord que nos partenaires essayent de nous accompagner. Mais d'un autre côté, le partenaire qui nous accompagne également est sensible aux cris de la plupart de ceux qui sont victimes d'un certain nombre d'incongruités. Et c'est normal.
Si le président de l'Assemblée nationale voudrait que les partenaires nous accompagnent, M. Mekala relevait tout à l'heure, Mme Bachelet s'est séjournée ici au mois de mai pour essayer également de s'enquérir de la situation et y apporter un certain nombre de résolutions. Je suis d'accord avec lui. Lorsqu'il dit, peut-être le processus du dialogue est en marche. Mais nous, nous sommes en train de dire que ce processus est lent. Parce que la souffrance est épaisse. Les populations ressentent les effets de cette crise. C'est-à-dire ceux qui sont directement impactés et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, dans les autres villes limitrophes des foyers d'instabilité, la ville de Mbanga, de Loum et Douala, on sent une surpopulation de la ville de Douala due aux déplacés internes de la crise anglophone. Donc, il urge pour le président de l'Assemblée nationale, pendant cette session-ci, de mettre les voies et moyens pour qu'on puisse aller rapidement au dialogue. Parce qu'aujourd'hui, Mekala relevait tout à l'heure, on parle d'Ayoub Tabé. Mais non, je suis pas sûr. Je peux vraiment me tromper que Ayoub Tabé représente vraiment un véritable poids. C'est-à-dire, c'est un leader charismatique dans cette zone-là. Parce qu'au début de la crise, il y a un consortium qui s'est créé et ce consortium faisait l'unanimité entre les deux régions. Malheureusement, du compte tenu de la qualité des débats menés par ce consortium a été dissous et aujourd'hui, le leader qui incarnait cette consortium, on ne les ressent plus. Okay. Je ne sais donc pas si on va les intégrer désormais dans ce dialogue pour que leur voix puisse être portée. Mais nous sommes d'accord. Je suis de ceux qui pensent que le problème de la crise anglophone est un problème camerouno-camerounaise. La solution doit être strictement endogène. Mais il faudrait que toutes les parties clament leur bonne foi et essayent d'aller à ce dialogue-là, en sachant que dans un dialogue, si on fait une proposition de 100%, on ne devrait pas s'attendre à avoir 100% de résolution. Je suis d'accord avec ce que Meka dit. Okay. C'est le donnant-donné. On peut faire des propositions de 100%, on en répare avec 30%, c'est déjà quelque chose. Ou alors on fait 100%, on en répare avec 70%. Tout est fonction des termes de négociation. Mais je suis de ceux qui pensent également que ne croyons pas qu'en allant à un dialogue, juste pour résoudre la crise anglophone, ce sera une résolution conjoncturelle d'un problème global, c'est-à-dire qui se veut structurel, parce qu'aujourd'hui, les pans de tension se recrutent dans tous les espaces du territoire camerounais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la crise anglophone, parce que peut-être les anglophones ont compris que en politique, parce que Hassan II disait à l'un de ses conseillers militaires, à l'un des conseillers de Mobutu en 89, que la politique est comme l'agriculture. Il faut savoir cueillir le fruit quand il est mûr. Avant, ce sera tôt. Après, ce sera tard. Peut-être à cette période-là, au soir du 16 octobre 2016, les anglophones ont compris que non. C'était le bon moment de poser les bases de leurs revendications. Mais c'est également l'occasion de dire que les revendications sont sous-jacentes sur l'ensemble du territoire. Que le 16 octobre, on parlait de sécession. Non, justement, c'est que c'est partie des mouvements corporatistes. Voilà. Qui a été mal diagnostiqué. Et puis on est arrivé à une situation d'impasse. Ok, André Luther Meka, Cavalier Yégué-Dibri dit justement que le Cameroun est l'objet d'une conspiration à l'effet de le déstabiliser. Bon, Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je pense qu'il est malsain. Il est malsain d'opposer les deux personnalités. Non, on les oppose pas. Elles se complètent. On analyse le discours. Bon, quand je vois un peu le débat, j'ai l'impression que on oppose les deux discours. Mais c'est de bonne guerre. Mais moi, je trouve que les deux personnalités se complètent. Il y a une personnalité qui est nationaliste et une autre personnalité qui est diplomate. Mais moi, je m'en suis offusqué de constater qu'un ministre des Relations extérieures français, un certain... Jean-Yves Le Drian, ouais, qui dit que nous allons mettre la pression pour qu'on libère un homme politique. Et il y a un autre, M. Thibon Nagui, qui a dit également des choses qui font en sorte que le nationalisme, l'esprit du nationalisme s'intensifie au Cameroun. Parce que ce n'est pas seulement une affaire du Cameroun, c'est une affaire de la libération africaine. Je me rappelle encore, un certain président avait donné 24 heures à un président africain de quitter le pouvoir. Alors, si les Camerounais, les Africains, continuent à gober ce genre de discours comme des administrateurs de colonies où on se met sur un pupitre, on donne l'ordre aux administrés, je pense que nous serons loin
de nous libérer. D'abord, il faut qu'il y ait une libération psychologique parce que c'est une guerre psychologique. Et en cela, je peux penser que le très honorable Cavalier Yégué Dibri est un nationaliste. Il a pris le taureau par les cornes en tant que président de l'Assemblée nationale de préserver l'intégrité du territoire et la souveraineté de l'État. Et j'adhère à ce discours. J'adhère à ce discours parce qu'effectivement, il faudrait qu'à chaque fois que les Camerounais sont attaqués, que le gouvernement soit attaqué, que la souveraineté du Cameroun soit attaquée, qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire nous avons le droit de disposer de nous-mêmes. Ça, c'est du nationalisme. Et je ne sais pas pourquoi on lui fera un procès. Je ne sais pas pourquoi on lui fera un procès d'ingérence. Parce qu'il me semble que le 4 juin, dans la session 8538, ça a été tellement clair. Il n'y aura pas d'intervention militaire au Cameroun. C'est connu. Et on est revenu sur le dialogue inclusif. Et il y a une autre tendance, notamment en fait avec la Russie, l'Allemagne et les États-Unis, qui pense que le problème de la crise anglophone n'impacte pas sur le plan international. Par conséquent, il est important, n'est-ce pas, qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait des interventions sur le plan humanitaire qui est, n'est-ce pas, que le problème humanitaire soit préoccupé. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a toujours un débat là-dessus, alors que les Nations Unies ont tranché. Le problème de l'ingérence, c'est un problème de nationalisme, c'est un problème de patriotisme, parce qu'on ne peut pas accepter que nos problèmes soient, n'est-ce pas, pris comme si c'était des êtres inférieurs, alors que le même ministre demande à M. Trump de ne pas s'ingérer dans la crise en France à travers les gilets jaunes. Vous voyez qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc, il ne faut pas, outre mesure, accabler ou critiquer un nationaliste comme l'honorable Cavalier Yégué Dibri qui fait un travail de courage et offensif pour préserver l'intégrité du territoire national et la souveraineté de l'État. Et également, le sénateur Niad, président du Sénat, a également fait ce qu'on appelle un discours diplomatique pour reconnaître, n'est-ce pas, le travail qui est fait des partenaires. Même comme, je pense, comme Angelbin Vandan-Balafon qui disait que les Occidentaux marchent à gauche et regardent à droite. Parce qu'en fait, ils ont un sens, n'est-ce pas, sorte de batraciens qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre. Donc, il faut être toujours vigilant parce qu'effectivement, c'est des êtres extrêmement glissants. Oui. Et c'est pour ça que je dis que les deux se complètent. Il faut quelqu'un qui dit que vraiment, il faudrait qu'on nous respecte. Et l'autre, effectivement, qui a la carotte et qui reconnaît, n'est-ce pas, ses partenaires, qui aussi nous accompagnent. Parce qu'on a des partenaires vraiment qui sont sérieux et qui ne transigent pas, comme la Chine, qui ne transige pas et qui effectivement tient effectivement à être des vrais partenaires. Parce que des partenaires glissants, des partenaires qui jouent de don d'ubiquité, ils disent ceci le jour, la nuit, ils disent cela, ça cause un véritable problème. Et j'interpelle les Camerounais. J'interpelle les Camerounais comme un seul homme véritablement à aimer leur pays, à aimer le Cameroun. Parce que, comme on l'a toujours dit, les hommes passent, mais le Cameroun restera. Comment nous allons bâtir? Quel est l'héritage qu'on va nous laisser dans les ruines? Où on casse ceci, on brûle cela. Il faudrait qu'on nous laisse un héritage vraiment sérieux. Et nous nous battons pour ça, pour que les Camerounais comprennent que nous sommes un et indivisibles et que nous sommes faits pour vivre dans ce pays. Nous n'allons plus, quand nous allons en France, on nous appelle émigrés, sans papier. Il n'y a que dans ce pays que nous pouvons être à l'aise. On ne peut pas le détruire. Ok, merci André Luther Meka. Oui, j'ai bien apprécié ce que André Luther a dit tout à l'heure. C'est bien. Mais André Luther, les Camerounais aiment le Cameroun. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas ici. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas des millions de téléspectateurs qui nous suivent, non seulement au Cameroun, mais à travers le monde. Ce n'est pas le cas, nous serions restés les bras croisés pour attendre et dire advienne que pourra. C'est parce que nous aimons le Cameroun. C'est parce que les Camerounais aiment leur patrie qu'ils sont en train de vouloir exiger des gouvernants que la donne puisse changer pour qu'on vive davantage mieux dans ce pays. Vous avez parlé des êtres inférieurs et des êtres supérieurs tout à l'heure. Vraiment, c'est très beau. Mais il faut d'abord qu'on applique ça chez nous. Les Occidentaux nous considèrent comme des êtres inférieurs, c'est vrai. Mais nous-mêmes, les Camerounais, particulièrement ceux qui ont en charge la gestion de la cité,
comment est-ce qu'ils regardent les autres Camerounais comme les êtres inférieurs? Je suis désolé. C'est ça qui se passe. Mais il faudrait que cela puisse changer. Bien, on a aussi parlé du dialogue inclusif tout à l'heure. Et j'ai pu entendre sur ce plateau qu'est-ce qu'Ayouk Tabé va donner. Mais j'ai été très content de constater que, vous avez dit qu'Ayouk Tabé a dissous son gouvernement, Fantoche. C'est déjà quelque chose. Et même, lorsqu'il faut organiser le dialogue inclusif, c'est au cours du dialogue que les gens vont verser de l'eau dans leur vin pour l'atténuer. Ce n'est pas, on ne viendra pas en disant que nous allons renoncer à tel, maintenant nous allons nous mettre autour d'une table, nous allons nous convaincre les uns les autres, nous allons dire ce que nous voulons dire pour que le Cameroun puisse marcher, et les situations, les positions vont sûrement s'atténuer les unes les autres et on en sortira vainqueur. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'au Cameroun, il y a une situation, il y a une expression en Bessie qui dit « Mama Joy ». Je crois que tu me comprends très bien. Ça veut dire que c'est moi qui commande. Je suis l'être supérieur et toi tu es l'être inférieur d'éternité en éternité. Il faudrait que cela puisse changer un de ces jours. Et voici le moment. Nous allons causer, nous allons parler entre nous, nous allons apaiser nos discours, nous allons reconnaître que nous avons peut-être bien pensé, nous avons mal posé les actes. Et alors, ensemble, nous allons regarder les uns dans les yeux, autant que nous l'étions il y a quelques années en arrière, il y a 4-5 ans, même s'il y avait des difficultés latentes, nous acceptions les uns les autres. Mais monsieur André Luther, André Luther, permettez-moi de vous appeler par votre prénom. André Luther, vous pouvez regarder dans votre rétroviseur, autant que nous qui sommes ici, et tous les Camerounais. Il n'y a pas très longtemps, nous acceptions les uns les autres. Du coup, des discours haineux, des discours orageux ont envahi non seulement les chaumières, mais les associations, la rue, les services publics, et partout où nous sommes. Lorsque vous allez dans un service public, je voudrais croire que c'est faux. On vous demande à quel tribu vous appartenez pour vous servir. Mais c'est terrible. Oh, c'est à quel service? Je ne voudrais pas aller... Je voulais aussi poser la question. Parce que vous savez, les Camerounais nous regardent. Oui, je ne voudrais pas entrer en détail. Oui, et si vous allez dans un service, par exemple... Non, il ne faut pas... Non, bon, allez, nous sommes une émission sérieuse. C'est la période d'apaisement. Ok, je retire ce que j'ai dit, oui. Mais je voudrais tout simplement... Parce que là, c'est grave, là. C'est très grave. Je voudrais le retirer, avec votre permission, mais je voudrais dire qu'il faudrait que nous changions de mentalité, que nous changions de discours, que nous tenions tous un discours d'apaisement, un discours d'amour, et ce dialogue inclusif que nous réclamons tous ne pourra marcher que si nous avons d'abord apaisé nos cœurs. Ok. Maître Ledio, le SDF se plaint justement que toutes ces tentatives de vouloir inscrire la question du nord-ouest et du sud-ouest à l'ordre du jour, toutes ces tentatives se sont avérées vaines. Justement, Serge Alain, je voudrais d'abord rebondir pour faire une observation relativement aux interventions de M. Luther pour dire qu'en réalité, que ce soit M. Luther, que ce soit un quelconque membre du RDPC, ils ne peuvent pas au jour d'aujourd'hui enseigner une quelconque leçon de patriotisme aux Camerounais. Les Camerounais aiment leur pays et l'ont démontré à plusieurs occasions. Il est question aujourd'hui, une partie, je veux parler des anglophones, une partie qui a décidé d'exprimer son ras-le-bol. Revenant sur votre question, oui. Monsieur Serge Alain, le SDF s'est toujours affronté ou alors s'est toujours confronté à cette question je vais dire, de cette majorité écrasante du RDPC. Le SDF a toujours, depuis 2017, je le martèle, vous vous souvenez encore, ou alors vous devez encore avoir en souvenir ces vous-là qui tournaient à tambour battant à l'Assemblée nationale et qui avaient empêché la suite des travaux, motivation prise de ce que il fallait absolument inscrire à l'ordre du jour le débat sur la crise anglophone. Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, je me dis même que, à quelque sorte, c'est une théâtralisation médiatique. Au départ, aucun membre du RDPC ne veut entendre.
personne ne veut qu'on mette ce débat sur la place publique et qu'on en débatte franchement. Ils nous ont toujours entrés dans un état de déni. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun problème anglophone. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que, écoutez, bon, la situation demande qu'on passe à l'apaisement, que l'on se pardonne les uns les autres, qu'on puisse organiser un dialogue. Alors on s'est dit, voilà la chambre basse du Parlement qui est censée être les représentants du peuple. Le corps social est malade. Il est impossible d'inscrire ce point à l'ordre du jour pour l'examiner. C'est incroyable. Le SDF a tenté plusieurs fois, mais n'a jamais eu le soutien des autres partis politiques de l'opposition. Et nous disons, ne nous leurrons pas. Une minute, Maître Lodjo. André Lutermeka, pourquoi le RDPC ne veut pas jusqu'ici que cette question soit inscrite à l'ordre du jour avec sa majorité? Quelle question? Question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais c'est inscrit à l'ordre du jour. Quand? Quelle session? Mais je pense... vous voulez parler de l'Assemblée? Oui, oui. Non, mais je crois que l'exécutif a pris le taureau par les cornes. Nous avez vu le Premier ministre qui a donné le là par rapport à cela. Il ne faut, c'est pas parce que le ministre des Relations extérieures dit que ce n'est pas un événement. Oui. Mais, donc il y a un processus. C'est un processus. Donc il y a un construit qui est en train d'être fait. N'attendez pas qu'on vienne dans les carrefours dire que ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Je vais. Moi je pense que l'avocat n'a pas l'information. Oui, il n'a pas l'information. Quand on parle de processus, ça veut dire qu'il y aura des balises qui seront faits. Ça veut dire ça devient compliqué, hein, comme... Non, c'est pas compliqué. Le grand débat, le large débat. C'est pas compliqué. Il y a que ce sera comment en 2015? Non, il faut... Écoutez. Oui. Le débat sur le dialogue n'est pas la solution. Quand le Premier ministre dit que le président de la République est ouvert à tout, on parlera de tout. Sauf on parlera. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que... Il n'a pas dit qu'on parle de tout depuis. Le dialogue n'est pas la solution elle-même. Le dialogue est un cadre de proposition. Oui. Et ce cadre de proposition doit être balisé. Okay. Quand je dis balisé, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contenu. Oui. Il faut qu'il y ait des acteurs. Il faut qu'il y ait un cadre sur lequel ce dialogue aura lieu. Okay. Il y a des gens qui pensent que le dialogue est une solution. Ce n'est pas une solution. C'est un cadre de proposition. Tout à fait. Et dont il reviendra à l'exécutif de pouvoir, n'est-ce pas, décider des orientations à donner par rapport à ce dialogue. Merci à vous. Les balises de ce dialogue ne vont pas se dire dans les carrefours, dans les télévisions. C'est un travail méthodique qui est en train d'être fait. Merci André Luther. Maître Lodjo, allez-y. Je pense que personne ici jusqu'à maintenant n'a parlé d'organiser un dialogue dans la rue. Nous disons tout simplement que le corps social est malade et il faut organiser, il faut organiser ce débat tant attendu pour que les solutions soient proposées. Ce que monsieur Luther dit là, ça c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Pourquoi? Je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est un processus. Mais seulement il oublie de mentionner que le processus doit avoir un élément déclencheur. Avant qu'on ne pose les balises dont il fait référence. Et maintenant, permettez, je vous en prie. Au niveau de l'Assemblée nationale. Ça doit commencer au niveau de l'Assemblée nationale, je pense. Et lisez, je vous conviens, lisez l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, issu de la loi de 1973, qui dit que en cas de problème majeur d'intérêt national, je paraphrase, l'Assemblée nationale met sur pied des commissions spéciales. Pourquoi est-ce que le SDF qui réclame ces commissions spéciales pour descendre sur le terrain, essayer d'enquêter, commencer à écouter les populations, savoir ce qui ne va pas. Et le chairman s'est même proposé médiateur. Nous sommes, le chairman, ni John Fundi, s'est proposé médiateur. La résolution du NEC qui date d'un seul jour, et il y a encore ainsi cette ferme volonté de voir le Parlement mettre sur pied des commissions spéciales
qui doivent peut-être être des éléments déclencheurs de ce processus dont on parle. Que l'on ne reste pas nous dit que c'est un processus, on va toujours nous conjuguer des verbes dans un futur lointain. Le RDPC est habitué de ces conjugaisons-là. Achille, moi je pense que si on va sur cette base que les chapelles politiques, les appareils politiques sont les artisans premiers dans la résolution de ces crises, on va faire tout faux. Parce qu'il faut pas oublier ils sont des artisans dans les propositions, pas dans la résolution, dans les propositions. J'arrive. La société J'y arrive. Tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'au début de cette crise, les représentants du SDF dans cette zone-là, pour la plupart, n'ont pas été écoutés par les populations. Il faut intégrer ce paramètre-là. Donc ça veut dire que transposer la revendication du SDF au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être c'était un élément de compréhension de la crise, mais n'oubliez pas que sur le terrain, ces représentants du SDF ont été rejetés. Tout comme ceux du RDPC. Voilà, il y a une voix de l'autorité, je veux dire de l'élite locale là-bas. Voilà. Il y a de la légitimité. Donc ça veut dire que les canaux de dialogue étaient ailleurs. Les canaux de dialogue étaient dans l'émergence des nouveaux leaders. Dans la société, à la fois dans la société camerounaise, mais également dans cette zone-là. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les maîtres Ambobala ont été acceptés comme étant les interlocuteurs de choix et priorité dans cette crise-là. Ça, c'est une lecture première que vous faites aujourd'hui. Elle est mienne, justement, elle est mienne. Donc maintenant, non, justement, parce que, justement, il y a 2 ans, Ambobala pense que les interlocuteurs de choix, sauf que le consortium qu'il incarnait, qui a fait un peu sa figure, a été dissoute et il est passé par la case prison. Forcément, il s'est mis en retrait. Mais il faut qu'on comprenne que sortons des appareils politiques. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette crise a trop duré. Et elle n'émane pas d'octobre 2016. Oui. C'est une crise qui date. Elle était latente. Aujourd'hui, quand on arrive à cette situation-ci, mettons l'accent sur les médiateurs de la République. C'est-à-dire ceux qui peuvent te servir d'interface. Parce que tout ce que André est en train de dire là, certainement, le pouvoir en place est un laboratoire. Quand tout ce cadre sera balisé, qui va donc porter les débats, qui va diriger les débats, qui va orienter... Vous avez laissé depuis 3 ans... On y arrive. Il y a un travail de longue haleine. Et c'est un travail... Depuis 3 ans, qu'est-ce que ça a donné? Si on n'a pas cette capacité de pouvoir dégager à l'intérieur de notre espace les médiateurs de la République, Cabral Libby s'est proposé. Il se propose quand? Il s'est proposé comme médiateur. Faites une lecture chronologique. On en veut plusieurs. Les Camerounais courageux, d'une intégrité irréprochable pour porter le dialogue par rapport à cette crise-ci. Cette affaire que nous voyons là, les appareils politiques, ça nous avantage pas. a des le Cameroun ne se résumera pas sur les appareils politiques. Nous risquons de sortir d'ici. Que ce soit la société politique, que ce soit les leaders des partis politiques d'opposition, que ce soit les religieux, tout le monde est bienvenu pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Justement, parce que si vous prêchez seulement sur votre chapelle, le CSDF, l'élément déclencheur pour le processus, qu'on ne reste pas à nous conjuguer des verbes dans les futurs lointains. C'est un processus, on doit, non, moi je suis pas d'accord. Oui, je vous en prie. Le SDF surtout, dans le NEC qui s'est réuni le week-end, dit justement que le SDF prévient que la crise anglophone est trop importante pour être diluée, diluée avec les autres problèmes qui minent l'État ou confondre avec les problèmes ethniques. Ça veut tout simplement dire on parle que l'on doit mettre la crise anglophone au centre de tout. Oui. Il ne faudrait pas que l'on soit en train de débattre le problème de la crise anglophone et de l'autre côté peut-être en train de débattre des conditions du panier de la ménagère ou d'autres choses. Si l'on veut être sérieux, si l'on veut résoudre ce problème de façon définitive, il est de bon ton que l'on pose au centre la crise anglophone et tous les acteurs pourraient permettez à Thomas de dire quelque chose. Allez-y, Thomas. Bien, je suis très surpris. Si le dialogue inclusif se passe comme ce qui a eu lieu tout à l'heure, là, on en sortira plus vite que l'on est entré. S'il vous plaît, chers camarades, chers amis, chers compatriotes, moi j'ai l'impression que
si nous tenons des discours aussi rugueux que ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, qu'on dise que tel s'est porté médiateur, l'autre s'est porté médiateur, ça ne résoudra jamais le problème. Là, sans le vouloir, vous jouez le jeu du parti au pouvoir. C'est clair. Il faudrait qu'on tombe d'accord sur l'acceptation du dialogue inclusif. Et les contours vont être seront vus par la suite. Bon, maintenant, si chacun se porte candidat, je n'ai rien contre. Cabral Libi, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, le chairman pour quelqu'un pour qui j'ai encore beaucoup plus de respect, mais qui laisse que la population... Oui, c'est un combattant, s'il te plaît. Oui. Alors, qu'il laisse qu'on les désigne, qui ne s'auto-désigne pas. Non, il se propose. Il se propose. Bon, alors, qu'il laisse... Je vous comprends bien. Qu'il laisse qu'on les propose. Oui. Qu'il s'auto-propose pas. Là, on vous comprend. Ça ferait mieux. C'est votre proposition qu'on respecte. Pardon? C'est votre proposition que nous respectons. Ah, bien entendu. Comme je respecte la vôtre aussi, mon cher. Alors, c'est une proposition qui pourrait peut-être calmer les ardeurs. Chaque parti souris va se rentrer au quartier, dire que je propose mon leader et consort. Ça sera une cacophonie. Et vous avez si bien dit que les responsables politiques du Sud-Ouest n'avaient plus l'adhésion, n'est-ce pas, populaire. Mais alors, les Ayoub Tabé sont venus, Abombala sont venus. Ça veut dire qu'on peut, dans cette population de Cameroun de 25 millions d'habitants, choisir des personnes avec une probité réelle et reconnue qui pourront aller causer et parler en homme responsable pour sortir de là avec quelque chose qui sauvera le Cameroun de ce gouffre. En réalité, c'est ça notre difficulté, votre dernière phrase là. C'est-à-dire avoir des hommes qui soient capables de conduire un certain nombre de débats, surtout ce type de débats. Ce sont des débats qui sont sensibles. Dans les pays comme l'Afrique du Sud, on a eu un homme comme Desmond Tutu, qui a présidé à la communauté vérité et réconciliation. On voudrait également que... Aujourd'hui au Cameroun, on a une crise de suspicion. Ça veut dire que... ça n'existait pas en Afrique du Sud? Vous êtes sûr que ça n'existait pas? Non, je dis, il a pris ça de manière avec brio et au résultat palpable. Bon, maintenant, les jugements, je ne suis pas sud-africain, j'y ai jamais vécu. J'essaie de lire entre les lignes. Et ça fait tache d'huile. C'est bien que la plupart des experts qui parlent de cette question, qui s'intéressent à cette question aujourd'hui, le nom de Desmond Tutu revient. Tout à fait. Et moi, j'aurais même proposé qu'il soit également convoqué en tant que fils d'Afrique comme un médiateur exogène de cette crise. Il y en avait s'il y a eu en Afrique du Sud? Non, qu'on laisse les gouvernants pour mener les débats. Bon, maintenant, les questions, peut-être c'est le journaliste qui va me les poser. Moi, nous sommes dans un cadre des solutions. Oui. Parce qu'il y a une crise de suspicion qui existe dans la classe politique camerounaise et même au sein de la société civile. Qui sera capable de pouvoir mener le débat du dialogue national inclusif? Ok, merci. Tout simplement. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h dans un instant, Cédric, au menu ce soir. Ce soir, nous vous parlerons de cette guerre des communiqués entre le gouvernement et le MRC après l'événement du 8 juin 2019. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun accuse le gouvernement d'avoir procédé à des arrestations arbitraires, détentions abusives et la maltraitance de ses militants. Faux, retorque le ministère de la Communication. Une guerre des communiqués sur les réseaux sociaux après ce bras de fer observé dans le cadre des manifestations publiques. Nous en parlerons ce soir, Serge-Alain. Et au moment où il y a une avalanche de critiques contre la mauvaise gestion de la crise anglophone, le président du Sénat sort de sa réserve pour appeler les parlementaires à soutenir, selon lui, les efforts du gouvernement dans la recherche des solutions pour mettre un terme à ces multiples crises. Vous l'écouterez ce soir dans le journal de 20h. Et sur le front de guerre, dans le cadre de la visite initiée par le ministre de la Défense, vous suivrez des témoignages édifiants des soldats qui ont été blessés durant ces batailles contre les forces séparatistes, les groupes armés séparatistes anglophones. Ils évoquent l'horreur sur le front de guerre. Vous les suivrez ce soir dans le cadre du journal de 20h. Nous parlerons également d'une journée haute tension observée à Bafoussam. Lundi, les populations se sont révoltées contre un projet d'indemnisation relatif à l'installation de la SCDP à Bafoussam. Ils se plaignent du calcul de leurs droits qui, selon eux, est insuffisant au regard des investissements consentis sur le site qui est désormais occupé par la SCDP et qui doit être aménagé dans les tout prochains jours. Nous en parlerons dans un instant. Serge-Alain. Voilà, merci Cédric Noufélé. C'est donc tout pour cette
partie, cette première partie Equinox Soir. Vous allez dans quelques instants développer pour nous tous ces titres. Quant à moi, je vous retrouve après, bien évidemment, pour la suite Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités qui sont Maître Achille Ledjo, Thomas Tanque, Eric Pépin Bikaï et André Luther Meka. On va commencer, la loi du mot kilométrique, on commence chez nous avant de sortir. Bon, samedi dernier, c'était la deuxième phase, on va le dire comme ça, des marches blanches du MRC, après celle du premier, c'était celle du 8, et là, on assiste à ce que Sédika appelait la guerre des communiqués entre le bureau du porte-parole Maurice Kamto et le ministère de la Communication. Le bureau pense qu'il y a eu de nombreuses arrestations, détentions abusives, de mauvais traitements infligés aux militants du MRC arrêtés. Faux rétorque le ministère de la Communication. Oh, vous savez, où se trouve la vérité? Le président Biya l'avait dit. La vérité vient d'en haut, la rumeur d'en bas. Auquel cas, effectivement, lorsqu'on est un bon communicateur, où faudrait-il prendre l'information? C'est chez ceux qui ont l'information, c'est ceux qui sont des acteurs de l'exercice de la fonction de l'État. Je crois que c'est eux qui ont l'information. Et il est important de clore ce débat, parce qu'il faut dire que c'est une marche de déstabilisation. Et j'ai entendu beaucoup d'avocats dire de façon claire que nous avons fait ratifier les traités, comme si les traités étaient au-dessus de la Constitution. Et je tiens à leur rappeler, pour mémoire à tous les juristes, que la Constitution reste la norme fondamentale. Il y a une hiérarchisation des normes, et dans la hiérarchisation des normes, la Constitution reste la loi fondamentale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'article 50 de la Constitution stipule que le verdict du Conseil constitutionnel s'applique à toutes les instances et même aux personnes physiques. Donc, s'il y a un parti politique qui va au-delà de cet article de notre Constitution, cela veut dire que ce parti politique fait des marches hors la loi. Parce que ces marches sont intitulées Hold Up et Plan de résistance. Et par conséquent, doivent, n'est-ce pas, se heurter à la rigidité de la loi. Et je suis très surpris de constater effectivement que on parle de torture, on parle de séquestration. Parce que quand on parle de séquestration, c'est comme si c'est un kidnapping. Et je comprends la posture du MRC qui est une posture de surenchère politique et de surenchère verbale dont moi-même, en tant que militant engagé, j'ai pu, n'est-ce pas, dénicher la plupart, n'est-ce pas, des mensonges qui sont contenus dans leur communiqué. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est important que les militants... Olivier Bibou-Nissak parle aussi de mensonges dans la sortie du ministère de la Communication. Mais la question est simple. Qui détient l'information? Qui détient la vérité? Si M. Bibou-Nissak, dans son quartier, je ne sais pas où c'est à Bastos, détient l'information par rapport au ministre de la Communication, si les Camerounais veulent lui créditer l'information, tant pis. Mais je crois que c'est l'État, l'exécutif, qui a l'information. Et cela peut se vérifier. Et pour moi, je pense qu'il est important de ne pas faire la surenchère parce que personne n'est torturé. Il y a quand même eu des interpellations. Bien sûr, il y a toujours des interpellations quand on affreint la loi. Parce que le véritable problème, c'est quoi? Si on laisse faire, il y aura un libertinage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les effets de contagion. Donc, il faudrait quand même que l'État puisse assurer, ne serait-ce que les règles de la sécurité, et d'assurer au moins le respect des lois que nous nous sommes prescrites. Pour moi, je suis légaliste, je pense qu'il s'agit de ça. Parce que lorsque ces marches, l'autorité interdit les marches et que les partis politiques, il n'y aura plus d'autorité et ce sera véritablement un foutu, un libertinage. Et c'est pour ça qu'il est important que les gens puissent respecter la loi. Achille Ledjo, voilà, cette guerre de communiquer. Justement, au-delà de cette
cette bataille, de cette guerre de communiqués et de chiffres, personnellement, je retiens une chose qui est une constance. Il y a eu arrestation des militants de ce parti politique d'opposition. Moi, je pense que c'est la constance que je retiens de cette guerre des chiffres. Et ces arrestations devraient, à la limite, étiqueter ce régime comme étant un régime qui viole impunément les droits de l'homme. Nous ne comprenons pas pourquoi des manifestations sont régies et encadrées par les textes tant nationaux qu'internationaux, et puis l'on vient à ne pas les respecter. Quelqu'un a dit tout à l'heure, la vérité vient d'en haut. Mais faites très attention, tout ce que le gouvernement dit n'est pas toujours vrai. Moi, je pense que le gouvernement ferait mieux, primo, de respecter les conventions internationales que nous avons ratifiées, et de deux, de respecter scrupuleusement le régime de la déclaration pour ce qui est des manifestations publiques. L'on ne comprend pas. Mais je ne sais pas si Maître m'a bien suivi. Je dis que la Constitution est la norme fondamentale. C'est au-dessus des ratifications des traités que nous avons signés. C'est au-dessus. Je ne veux pas entrer dans ce débat des hiérarchies des normes juridiques parce que je vais vous perdre. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. La loi de 90 réglemente les manifestations publiques. Oui. Et c'est un régime de déclaration et non d'autorisation. Mais vous pouvez aussi saisir le juge lorsque un préfet interdit une manifestation. Pourquoi vous le faites pas? On a encore des thématiques là. Oui, rapidement. Très rapidement, Serge Alain. Il est question de voir si la déclaration, n'est-ce pas, du ministre de la Communication est en adéquation avec la déclaration du porte-parole du MRC. Oui. Et j'ai été très surpris, en fait très content d'entendre mon ami en face dire que la vérité vient d'en haut. Elle vient tellement d'en haut que ça vient même de Dieu Tout-Puissant. Mais il y a une chose, je me rappelle le 26 mai 1990, lors du lancement du parti SDF à Bamenda, il y a eu 6 morts. Et la communication qui dit la vérité qui vient d'en haut 0 mort. avait déclaré qu'il y avait 0 mort. La vérité vient d'en haut. Écoutez un peu s'il vous plaît. Et après on est arrivé à une déclaration alambiquée, il y a eu 6 morts écrasés par balle. Vous voyez donc que la vérité ne vient pas seulement d'en haut. Et la vérité c'est quoi en fait? C'est ce qui est ou ce qui n'est pas. Et on peut balancer à gauche ou à droite. En fait, chacun a une part de vérité. Moi je crois que pour le cas d'espèce, rechercher les chiffres, qu'il y ait eu plus ou moins de manifestants, qu'il y ait eu des arrestations ou pas, recherchons le langage d'apaisement. Parce que ce que nous disons là, les victimes ou les parents des victimes, des personnes qui ont été arrêtées, ils vont dire, mais voilà une bande de personnes qui sont sur un plateau, qui nous disent des choses qui sont complètement contraires à ce qui s'est passé. Il y a eu des arrestations, d'accord, mais le chiffre importe peu. Et la vérité ne vient pas seulement d'en haut, elle vient aussi d'en bas. Éric Pépin-Bicay, pour sortir de... Non, sur la guerre des communiqués, il faut dire que, comme disait M. Tanque tout à l'heure, il faut qu'on recherche l'apaisement. Le président Biya déclarait lors d'une interview qu'il a donnée à Radio Monte Carlo en 88, que ce qu'il laisse au Cameroun, c'est la démocratie. Je pense que les commodités de la démocratie s'accompagnent également du désir des populations de pouvoir exprimer leur liberté. Et l'une des libertés fondamentales, c'est le droit, par exemple, à la manifestation. Depuis le 26 janvier, date des débuts des matchs du MRC, ces matchs ont toujours été accompagnés de formes juridiques, un débat juridique uniforme qui perd parfois le citoyen. Mais je pense fondamentalement que le MRC, depuis les matchs du 26, ne mobilise pas grand monde, que ce soit dans les 3 villes où les matchs ont eu lieu, Douala, Yaoundé et Bafoussam. Et avec ce constat, le gouvernement en place par l'intermédiaire de sa force de sûreté devrait techniquement
accompagner ou encadrer les marches du MRC. C'est un itinéraire précis. On a la ressource humaine et des ressources matérielles adéquates pour pouvoir contenir les marches du MRC. Il est quand même un peu indécent aujourd'hui, au soir d'une élection présidentielle, que nous ayons un certain nombre de leaders d'opinion incarcérés pour des histoires de marche. Il faut qu'on sorte un peu de ça et qu'on essaye un peu de se dire que nous sommes dans un système démocratique. C'est un jeu qui est loin d'être un jeu de dupes, mais un jeu de représentativité des expressions des citoyens. Eric Pépin, vous gardez la parole parce qu'on enchaîne tout de suite avec Lee White, 53 ans, naturalisé gabonais en 2008. Il a en charge le ministère de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement et chargé du plan climat. Quel symbole? Non, peut-être pour Luther Meka qui va dire qu'il est panafricaniste, c'est une nomination qui est un peu... qui peut aller à l'encontre de ces préoccupations. Mais je pense quand même que dans le domaine environnementaliste, que je connais un peu bien parce que je suis géographe, nous sommes là dans un domaine de résultats. Et Liwad, comme vous l'avez si bien signalé, il est en charge d'un certain nombre de questions de préservation de l'environnement au niveau du Gabon. Il ne faut pas oublier que le Gabon, c'est 85% de son territoire entièrement occupé par la forêt, oui, et 15% de plaine et une proximité avec l'océan Atlantique. Et tout est parti du scandale sur le Kevazingo, qui a eu lieu, je pense, il y a un mois de cela, et qui a été à l'origine de... février-mars. Voilà, donc on va faire près de 2 mois maintenant. Donc qui a été à l'origine du limogeage du ministre de la Forêt et du vice-premier ministre, ou alors vice-président et du ministre de la Forêt. Voilà. Bon, si on remet donc ce département ministériel entre les mains d'un expert, nous espérons que cette fois-ci, les questions de violation, d'exploitation abusive des ressources forestières du Gabon ne seront plus à l'ordre du jour. Étant donné que ça peut être un outil que le gouvernement gabonais peut utiliser pour pouvoir diverser ses sources de revenus. Parce que le tourisme écologique aujourd'hui est l'un des concepts qui est valorisé par un certain nombre de taux opérateurs en termes d'offres touristiques. Ma question, je vous la pose également à Luther Meka. Au niveau du symbole, non, moi je pense... un Britannique comme ça, fait-il naturaliser? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cet acte du président Ali Bongo Ondimba? Moi je pense qu'il y a un débat certainement qui a lieu au Gabon, débat de nationalisme. Notamment, vous avez toujours entendu parler de l'ivoirité. Peut-être qu'il y a la gabonité là-bas qui peut... Mais il est naturalisé depuis 2008. Oui, bien sûr. Il en est de même en Côte d'Ivoire, où le président Alassane a servi la Côte d'Ivoire pendant de longues années. Et je suis convaincu que c'est le débat qui prévaut là-bas, c'est-à-dire qu'il y a des Gabonais qui sont là, pourquoi aller... Mais le problème, c'est que je pense que le président Ali Bongo a penché sur l'expertise et la compétence, parce que si il a été naturalisé gabonais, il est de nationalité gabonaise, il a de la compétence, il est écologique, il peut apporter cette compétence, n'est-ce pas, aux Gabonais et au Gabon, et qui peut naturellement en profiter. Maintenant, il s'agit de voir quelle a été sa perspective pour arriver au pouvoir, parce que vous savez, tous ces mécanismes et procédures jouent intensément dans les conflits de préservation de postes. Mais à mon humble avis, il est naturalisé gabonais, il a l'expertise, il a le droit en tant que Gabonais de nationalité de pouvoir apporter son expertise. Maintenant, la gabonité, certainement que les Gabonais trouveront à le juger au pied du mur s'il peut apporter une plus-value à sa République. Thomas Tanque, un gouvernement, on est passé de 36 à 28 avec, entre guillemets, cette curiosité, Lee White. Bien, avant de répondre à votre question, Serge Alain, permettez-moi de revenir sur un lapsus de tout à l'heure. J'ai parlé d'un problème de tribu. Je voulais plutôt parler, n'est-ce pas, d'un renseignement qu'on a lorsqu'on établit une carte d'identité. Je voudrais donc que cela soit un peu clair dans la tête de certaines personnes qui ont peut-être pris mon lapsus au premier degré. Bon, maintenant sur le nombre les postes ministériels au Gabon, j'ai envie de dire que c'est très bien. Pourquoi? Parce que généralement les postes ministériels sont créés à la tête du client pour satisfaire les uns et les autres.
Un pays comme le Gabon, je ne sais pas si il y a 1 million 500 000. Ils sont un peu plus maintenant. Bon, ils sont peut-être un peu plus, mais pas plus de 2 millions. Un pays qui a 2 millions d'habitants avec 36 ministres, c'est quand même beaucoup. Mais si le président Ali Bongo a pris sa décision de réduire, n'est-ce pas, le nombre de postes ministériels... Donc le nombre de ministres au Cameroun correspond à notre population? Non, pas forcément. Écoutez, la transition, elle est un peu délicate. Parce que vous dites... Nous sommes en train de parler du Gabon. Nous ne faisons pas le procès du Gabon. Nous parlons du Gabon, Serge-Alain. Oui. On pourrait aussi aisément parler du Cameroun. Voilà, il fallait donc faire cette... Bon, maintenant, si vous voulez parler du Cameroun, c'est toujours c'est un nombre pléthorique de responsables ministériels. Voilà. Il y en a exagérément. Je crois que pour satisfaire un partenaire politique, on crée un poste ministériel et on nomme la personne de ce côté, et il y en a trop déjà. Okay. Maintenant, on peut diminuer et le pays se portera davantage mieux. Maître Achille Joe, sur l'arrivée d'Eli White, Serge, dans ce gouvernement référé de 28. Oui, pour moi, ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas quelque chose à débat. Lee White était un on pourrait voir ça au Cameroun aussi, un Britannique. Pourquoi pas? Il n'est pas un Britannique, il est un Britannique naturalisé, Gabonais, il faut le préciser. Et puis le personnage, quand vous essayez de regarder de fond en comble, il n'est pas étranger à l'atmosphère ou je vais dire au paysage africain. Il a fait l'Ouganda, il a fait le Nigeria, il a fait la Sierra Leone et il s'est définitivement installé. Il est au Gabon depuis 30 ans, depuis 89. Bon, vous comprenez pourquoi on le surnomme de Monsieur Vert des Bongo Père et Fils. Oui. Il a fondé sa famille là-bas, il connaît mieux le paysage, il faut le préciser. Avant ça, je pense, il était le directeur de l'Agence nationale des parcs. Donc, vous comprenez qu'il s'y connaît, c'est un écologiste qui s'y connaît. Okay. Et pour moi, c'est une décision, je vais dire sa nomination, c'est une décision audacieuse, elle est courageuse, sincèrement. Voilà, merci, chers messieurs. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci. Madame, monsieur, rediffusion 23h GMT, il sera minuit en Kondongo. Nous sommes à Yaoundé.